Quand nous envoyons un email, quand nous envoyons un like ou quand nous envoyons une photo de vacances, nous avons l'impression que cette action numérique n'a aucun impact sur la planète. Alors qu'en fait, pour cette vie numérique, il faut une gigantesque infrastructure qui est en passe de devenir la plus gigantesque infrastructure que l'homme n'ait jamais construite. Elle nécessite des câbles, elle nécessite des data centers, des fermes de données, elle nécessite des satellites, elle nécessite des réseaux énergétiques, des mines. Et en fait, c'est tout ce monde-là, souvent invisible, inconnu, sur lequel j'ai enquêté pendant 2 ans pour vous raconter l'impact spatial, géographique, énergétique, écologique, géopolitique du simple fait, de la simple action qui consiste à envoyer un like. Aujourd'hui, nous produisons environ 150 gigaoctets de données par jour et par personne. C'est absolument colossal. Et multipliez ça par 4,6 milliards d'humains qui, aujourd'hui, ont accès au net. Demain, la production de données, par rapport à aujourd'hui, va être multipliée par 140, 150. Donc nous allons devoir stocker toujours davantage de données, parce que les données, c'est l'or noir de demain. L'impact spatial, mais également énergétique et donc écologique de nos données va exploser. Aujourd'hui, les données et le numérique en général, c'est 10% de la consommation mondiale d'électricité et c'est 4% des émissions globales de gaz à effet de serre. En 2025, à ce rythme d'accélération de l'économie numérique, eh bien c'est le double. C'est 20% de la consommation mondiale d'électricité et c'est probablement 8% des émissions globales de gaz à effet de serre. La plupart d'entre nous ne savons même pas à quoi ça ressemble un data center. Nous n'en avons jamais vu. Et bien en fait, ça ressemble à un grand entrepôt. Et c'est un entrepôt, si on ouvre la porte à l'intérieur, il y a des rangées de serveurs. Et ces serveurs contiennent nos données. Le plus grand data center de la planète se trouve au sud de Pékin, en Chine, et il fait la surface de 110 terrains de football. Où est-ce que l'on met ces data centers? Eh bien, on les met dans les centres-villes, mais on les met aussi dans les périphéries des villes. Dans le nord de Paris, dans la plaine commune, il y a des data centers absolument gigantesques. Pareil pour d'autres villes dans le monde où je me suis rendu, notamment Ashburn, dans la banlieue de Washington, ville par laquelle transitent 70% de nos données, avec des impacts géographiques très importants, avec des forêts que l'on coupe, que l'on rase pour pouvoir faire de la place pour nos données. Et puis ces fermes de données, pour fonctionner, elles ont besoin d'électricité. Comment cette électricité est-elle produite? Et j'ai découvert qu'on puisait de l'électricité dans l'eau des fleuves, notamment en Scandinavie, avec des impacts très forts de l'hydroélectricité, des barrages, pour pouvoir nourrir nos données en électricité. Parce que là-bas, eh bien, il fait froid. Or, Internet recherche quoi? Internet recherche de la puissance, de la rapidité et du froid. Parce qu'Internet, ça chauffe. Les ordinateurs, ça chauffe, les serveurs, ça chauffe. Et si on veut pouvoir les refroidir naturellement, sans climatiseur, donc avec un moindre impact énergétique, eh bien, on va dans le cercle arctique où il suffit d'ouvrir les fenêtres du data center pour avoir du froid gratuit. Et donc, les entreprises qui administrent nos données, qui gèrent nos données, notamment les GAFAM, Google, Amazon, Facebook, ont besoin d'aller installer leur data center, notamment dans ces zones-là, pour pouvoir dire qu'elles sont propres, pour pouvoir dire qu'elles sont vertes, pour pouvoir dire qu'elles n'ont pas d'impact sur la planète, puisqu'elles utilisent le moins d'électricité possible. « 99% des photos de vacances, des emails et des likes que nous nous envoyons, eh bien figurez-vous qu'ils passent par le fond des mers, par le fond des océans, via des câbles sous-marins qu'on appelle les câbles optiques. Il y a une géopolitique des câbles, parce que aujourd'hui, celui qui contrôle les câbles contrôle l'infrastructure du net. Si un État contrôle les câbles, alors il a un ascendant sur d'autres États. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas un État qui contrôle les câbles. Ce sont le plus souvent des entreprises privées, telles que les GAFAM, qui contrôlent les câbles. Donc les câbles, qui sont la condition même de nos vies connectées, sont entre les mains de quelques entreprises qui ont intérêt, bien évidemment, à ce que ces câbles fonctionnent, mais nous, États, nous, pays européens, par exemple, n'avons pas la main mise sur ces câbles, c'est Google qui l'a. Donc nous sommes dépendants en partie de Google, par exemple, notamment, mais aussi de Facebook, pour le déploiement et pour le fonctionnement de ces infrastructures qui sont extrêmement critiques. Au terme de cette enquête, ma conviction, c'est que ce message de dématérialisation pour sauver la planète, tel qu'il est présenté souvent quand on écoute les gourous de l'économie numérique, ce message est un fantasme. En réalité, il faut énormément de matières premières avec un impact
spatial, matériel, écologique extrêmement fort pour produire le cloud, pour produire nos vies, pour permettre nos vies numérisées. Et puis en plus, cela, naturellement, accélère la consommation. Ce qui veut dire qu'un monde dématérialisé est et sera un monde toujours plus matérialiste.